à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Signal Zéro. Pour le deuxième épisode, on va disséquer Biomécanique 2 de Manuel Malin, la version DJ 7. Avant de commencer, on écoute un extrait. 24-hour-a-day lockdown. Administrators were forced to institute the lockdown because of the latest wave in a flood of violence that has plagued the institution for years. As for claims by prisoners that the violence was triggered by ongoing harassment of inmates, prison administration sources dismissed the charges as nonsense. 24-hour-a-day lockdown. Administrators were forced to institute the lockdown because of the latest wave in a flood of violence that has plagued the institution for years. 24-hour-a-day lockdown. Biomécanique 2 sort le 3 septembre 1999 sur le label Level 2. C'est distribué en France par Pias. C'est marketé par Fcom à l'époque et ça a eu une distribution principalement sur le Belgique, Luxembourg, Hollande aussi. L'artwork est fait par Benalo, qui était donc un sculpteur en figure métallique. Et le set a été enregistré donc juste avant, au début de l'été 99. Messieurs, bienvenue. Salut David, salut Florian. Je vous présente plus, vous faites partie de l'équipe Signal Zéro depuis presque 25 ans maintenant, quasiment. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Pour expliquer un peu le contexte de la sortie, fin 99, c'est à la fois la fin d'une époque et le début d'une nouvelle. On finit l'époque des raves. Là, pour le coup, on est vraiment sur la toute dernière fin de la période, de l'âge d'or de la rave française. Et ce set, il sort à la rentrée de septembre 99, après un été peut-être le dernier vrai très rave en France, avant que les free parties et puis prennent le relais pour quelques années. Manuel Malin à l'époque, est-ce que l'un d'entre vous peut faire un petit peu un point sur la place qu'il a sur la scène hardcore et rave française, en sachant que c'était sûrement à l'époque un des DJ qui tournait le plus partout sur le territoire, quoi. Manuel Malin à l'époque, oui, non seulement c'est un des plus gros DJ français en termes de popularité, de nombre de bookings, etc. Mais la différence par rapport, disons, à Laurent O ou Lisan Elias, qui formait un peu la sainte trilogie du hardcore français de l'époque, enfin des années 90 en tout cas, Manu c'était un peu l'ambassadeur du style auprès du grand public et auprès des autres scènes. C'est-à-dire que c'est un mec qui traînait aussi avec Laurent Garnier, qui jouait la technoparade sur la grande scène. C'est un peu lui qui incarnait la branche hardcore, on va dire, pour les gens qui n'étaient pas dedans, quoi. Et Lisan Elias, elle est belge, hein, on va quand même préciser. Sur les rêves françaises, elle était là tout le temps. On peut considérer qu'elle appartenait à la scène française. En tout cas, c'était une référence chez nous, quoi. Effectivement, Manu, il avait joué sur la première technoparade juste l'année d'avant, en fait, hein, l'année précédente, dans 98. 99, j'ai pas de souvenir de la programmation de la technoparade. En tout cas, je sais qu'à cette époque, Manu, c'est un mec qui joue quasiment partout, sur toutes les scènes, et effectivement qui est capable de jouer aussi bien sur des scènes techno, ce qui est très apprécié d'un public techno, mais aussi sur des scènes hardcore, et malgré ce qu'on peut dire, pas forcément tant que ça en free party à l'époque, quoi, voire même pas du tout au long de sa carrière, quoi. C'est vraiment à la marge. Florian, t'en penses quoi, toi, de Manu en 99, fin 99, on va dire? Je vais alors effectivement, comme tu l'as souligné, comme vous l'avez souligné, il a une aura médiatique assez unique pour un DJ hardcore. Alors pour plusieurs raisons, parce qu'il avait alors dans les médias spécialisés, il avait chroniqué pendant un temps dans Coda.
donc il chroniquait des sorties hardcore dans Coda. On peut se souvenir aussi de quelque chose qu'on trouve encore assez facilement sur YouTube, qui est son passage dans l'émission La Grande Famille en 1995, je crois. Alors pour resituer rapidement, La Grande Famille, c'est une émission sur l'heure du déjeuner. Je crois que c'était entre 12h30 et 13h30. C'était une émission de plateau avec des sujets, société, etc. Il avait été reçu ainsi que d'autres DJ pour parler de qu'est-ce que c'est une rave, qu'est-ce que c'est un DJ. Faut se remettre dans le contexte. En 95, tout ça est tout à fait nouveau. On en parle un peu parce que répression, etc. En France, on est là à dire techno égale drogue. Et donc, en 95, il y a Manu avec d'autres DJ qui arrivent. Et je trouve que c'est assez frappant, en fait, avec le recul, quand on voit cette émission dont on peut trouver l'intégralité. Ça dure environ 20 minutes. 30 ans après, quasiment, c'était en 95, de voir à quel point, finalement, en fait, il est à l'aise sur un plateau de télé. Il a un look qui détonne. Il a une gueule de rockstar. Voilà. Je sais pas à quel point il en a conscience, je sais pas à quel point il en joue, mais c'est pas le technoïde BA Gaga plein d'utopie rêve de l'époque. Voilà. Il est déjà dans un personnage qui détonne et qui a un discours déjà très très personnel sur ce que c'est un mix et sur ce que c'est un DJ. On aura l'occasion d'en parler dans ce podcast, mais voilà, pour dire, en tout cas pour illustrer que Manu, à la différence de 98% des DJ de l'époque, tous styles confondus, c'est un bon client pour les médias. Il passe super bien, on le remarque, et il tient des propos qui sont super pédagogiques, super à une époque où il y en avait besoin. Donc je pense que ça a créé le terrain, voilà, aussi pour cette image et cette aura qui dépassait effectivement largement le cadre des rêves dans lesquels il allait mettre le feu. Puis pour préciser aussi, en plus, c'est sûrement un des seuls DJ hardcore qui était capable de jouer vraiment aussi bien en Bretagne que dans le sud, qu'à Paris, que dans l'Est. Quand je parle vraiment de DJ hardcore, peut-être Torgueul aussi à l'époque, Laurent Haut, effectivement, mais c'est un des rares mecs que tu peux voir quasiment partout, quoi. Sorti de la scène parisienne en tout cas. En 99, donc Biomécanique 2 sort. Il sort 2 ans après Biomécanique 1, qui est sorti en 97, et qui, pour l'info, s'est écoulé à quasiment 25 000 copies de CD. Alors ça fait super bizarre de dire ça en 2024, mais à l'époque, tu pouvais trouver des CD de mix dans toutes les Fnac et chez tous les disquaires. Ça coûtait aussi cher qu'un album. Et pourtant ça se vendait par tonne, parce que on peut carrément parler de succès commercial quand on vend 25 000 copies d'un CD. C'est difficile de reprendre ça à notre époque, mais il y a eu des précurseurs. Il y avait notamment le label Fairway, les compiles Thunderdome qui pouvaient sortir aussi des DJ sets. Mais au niveau hardcore, c'était quasiment les premiers sets. Je crois qu'il y avait Laurent Haut qui avait sorti Hardcore 3 sur Fairway, si je ne me trompe pas non plus. Et Lisa qui avait sorti, toujours pareil, chez Fairway, il y avait quelques trucs quand même. Mais Manu avait lui-même fait c'était Hardcore Rave Party, les compiles, je sais plus exactement justement, celui de Laurent, c'était Hardcore 3, il y en avait eu 2 autres avant, bien plus vieux, qui étaient un peu des précurseurs, je crois, en termes de CD de mix hardcore distribués à grande échelle. T'as eu le premier, c'était Mental Théo et Lisa, et le deuxième, justement, c'était Manu Malin. Ouais, okay. Manu Malin et Lenny D, je crois même. Ok. Alors pour le coup, Biomécanique 1, il est hyper différent de celui dont on va parler ce soir. C'est plus un set qui reprend les morceaux à la mode de l'époque. Beaucoup de gros tubes. Biomécanique 2, c'est quelque chose qui est beaucoup plus personnel dans la carrière de Manu. Mais avant peut-être de parler du style, est-ce que vous avez un historique particulier avec des CD mix de l'époque, parce que c'est vrai que ça paraît complètement surréaliste maintenant d'imaginer qu'on claquait 15-100 balles à l'époque pour acheter ça, quoi. Historique, non, mais par contre moi je suis représentatif, j'étais complètement dans la cible parce que j'ai toujours plus été intéressé par la partie production de musique, de track que de mix, contrairement à la plupart des gens qui voulaient devenir un peu actifs dans la scène.
Du coup, moi, je cherchais des CD de qualité, justement, parce que dans le commerce, en particulier en hardcore, c'était quand même très les compilés IDNT, Thunderdome, Earthquake et tous ces trucs-là, qui étaient à part les premiers, qui étaient de qualité très inégale. Genre, t'avais passé un certain nombre de volumes, t'avais 4 tracks potables et le reste était dispensable, voire naze. Donc moi, j'étais vraiment en recherche de ça, parce que j'avais une platine vinyle, mais j'étais pas comme un DJ qui arrivait au comptoir avec 10 disques. Moi, j'en achetais un de temps en temps quand j'avais vraiment un coup de cœur pour écouter chez moi. Du coup, j'étais très demandeur. Il y avait la radio aussi, évidemment, FG et compagnie. Je faisais des cassettes. Mais disons que trouver des CD hardcore qui soient pas que du gabber hollandais commercial, il y avait une grosse demande. D'ailleurs, l'histoire l'a montré quand il y a eu l'explosion de tous ces CD-là, notamment avec Epileptique, ça vendait grave, parce que plein de gens attendaient ça, ou même ne serait-ce que pour écouter en bagnole, etc., quoi. Donc moi, j'étais vraiment le cœur de cible. Donc le premier Biomécanique, je l'avais acheté direct, le Hardcore 3 de Laurent aussi, et le 2, pour moi, quand il est sorti, j'ai pas hésité une seconde. Ok. Florian, ton historique avec tout ça? Moi, j'étais fasciné par le mix qui encore à ce moment-là est un art assez nouveau, au sens où il y avait toujours plein de choses à découvrir, à défricher, en fait, et j'étais facilement fascinable, justement. Alors j'étais aussi, alors moi j'étais à ce moment-là, fin des années 90, dans un culte de la mixtape de Radium sur Stormcore, que je pense que j'ai écouté 4000 fois. Donc c'est pas le support CD, voilà, mais parlant de mix et de rapport au mix et de la recherche de mix, voilà, j'étais très fasciné par tout ça. Donc et puis ça pouvait aussi donner lieu à des rituels conviviaux, hein. Faut se souvenir, on est pré-réseaux sociaux, il y a pas d'images qui circulent hors des soirées, très peu, et donc comment on pouvait se retrouver entre potes à passer des soirées entières à écouter les mix, à essayer de décrypter juste à l'oreille, voilà, comment c'était fait, comment les DJ amenaient les choses, comment éventuellement il avait pu faire les réglages aux équaliseurs pour l'amener comme ça, enfin voilà, il y avait tout un ensemble de pratiques, je dirais, par rapport à l'écoute de ces mix. Donc, et après, par rapport au biomécanique, alors effectivement, le premier, il a une très très belle variété de couleurs musicales. Il y a moins de liens que dans Biomécanique 2, mais effectivement, comme tu disais Clément, Biomécanique 2, c'est un mix qui donne corps à un concept, on va dire, la vision de Manu, voilà. Mais le 1, pour autant, il y a tellement de tracks de fou dessus. Enfin, et tu réécoutes ça aujourd'hui, tu te dis, mais c'était ça, le son dans les teufs à l'époque. Ouais. Waouh. Donc, deux approches différentes, mais si on parle de mixing et de patte du DJ, du style de DJ, c'est évidemment le Biomécanique 2 qui remporte la palme, et de loin. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on l'a sélectionné ce soir, parce que effectivement, je pense que Biomécanique 1 fige en fait une certaine image et une certaine musique du milieu des années 90, mais Biomécanique 2, il ouvre aussi sur le nouveau millénaire, sur un autre type de son qui arrive à ce moment-là, en particulier parce qu'il est précurseur du doomcore qui est en pleine évolution à ce moment-là. Tu retrouves du breakcore, c'est parmi les premiers morceaux de Panacea ou de Dormouse. Enfin, vraiment, il y a un gros truc sur le 2. Et Manu lui-même dit que c'est son set le plus personnel des deux. Donc, ouais, effectivement, il n'y a pas photo entre les deux. Même si si je peux me permettre, c'est vrai tout ce que vous dites, mais dans le premier Biomécanique, il y a quand même déjà cette volonté de commencer lent, enfin d'ouvrir un peu
d'élargir le spectre, quoi. Ça commence très lent, il y a un morceau de Chicago qui est plus de la techno de Robert Armani, Hit Hard. Déjà, à l'époque, il y a une volonté de montrer au public à travers le mix que le hardcore est un style riche et qui ne dépend pas d'ailleurs que de la vitesse, qui a toujours été le credo de Manu le Malin. Oui, ce que j'allais te dire, parce qu'en fait, en vérité, t'écoutes Manu même en 2024, c'est toujours son credo. C'est-à-dire que s'il joue sous le nom Manu le Malin et qu'il joue même après un mec qui a bourriné grave juste avant, il va faire un cut, il va faire une intro, il va démarrer à 130 pour finir à 190, 200 et quelques. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est Biomécanique 2, il valide aussi en fait ce choix esthétique qui va rester sa ligne après. Il le pousse même encore plus loin, effectivement. Ouais. Mais disons que moi, je trouve entre les deux premiers biomécaniques, il y a quand même une structure assez commune et une même philosophie, quoi. Après, c'est peut-être aussi le son qui a noirci entre les deux, quoi. Parce que 99, c'est pas exactement le même niveau de glamour que 97 ou 96, quoi. Ouais, même si je qualifierais pas le premier biomécanique de happy non plus. Non, clairement pas. Alors pour info, le Biomécanique 2, il a été enregistré au Rex Club à One Shot, comme le premier d'ailleurs. Et Manu m'a précisé qu'en fait la tracklist avait plus ou moins été finalisée chez lui un peu avant. En tout cas, il avait un gros squelette et que musicalement c'était vraiment son préféré, quoi. Donc voilà, il a été enregistré au Rex. C'était privatif, hein, c'était pas pendant une teuf ou quoi que ce soit, mais il a été enregistré en one shot et sans retouche numérique, ce que pouvaient faire à l'époque les DJ hollandais, notamment sur certaines compiles de Thunderdome, qui sont pas vraiment des mix DJ à proprement parler, qui sont plus des méga mix en tout cas. Oui, non mais ce que tu mentionnes, Clément, c'est des compilations enchaînées. Ouais. Où à la fin d'un track, t'as l'intro du suivant qui arrive. Donc il y a un effet enchaîné, mais c'est vrai que c'était plus des compilations enchaînées que des mix. Ouais, alors par contre, je crois qu'il y en a un seul qui est assez bluffant, je crois que c'est la compile Thunderdome qui fait le best-of du 1 à 5. Je crois que c'est un bébé avec des ailes d'ange sur la pochette, qui est un mix digital pour l'époque, ou en tout cas retouché au sampler. C'est un peu ce qu'on pouvait écouter d'ailleurs sur Maximum, hein, parce que c'était des sets, c'était pas vraiment des sets DJ, c'était des méga mix. Hein, c'était des montages audio, quoi. Ouais. C'était des montages audio. Et c'est assez bluffant en fait, hein, au final. Mais ouais, il peut y avoir une intensité géniale dans ces trucs-là, mais ça a vraiment rien à voir avec un DJ set. Ouais, complètement. Fin 99, pour vous, c'est quoi le gros son qui s'impose ou qui est imposé sur les soirées françaises hardcore à l'époque? Vous avez le souvenir de ça? 99, c'est aussi l'année d'une autre très grosse sortie dans le hardcore français, qui est Neurophonie, Micropoint. Qui est sorti en CD en mai et qui était sorti en double maxi toute fin 98. Ouais. Le morceau de Micropoint, Noise Theater, avec son fameux sample en français, le théâtre du bruit prouve notre puissance, faisait partie de ces morceaux qu'on pouvait entendre plusieurs fois dans une soirée parce que tous les DJ voulaient le mixer. Et ça allait bien au public, hein. Voilà, ça n'était pas un problème. Et donc il y avait c'est pour ça que je trouve aussi à ce titre 99 est une année charnière, parce qu'il y a ce Neurophonie qui dont on sait qu'il annonce en fait beaucoup de choses de la décennie suivante, la décennie 2000. Et puis il y a ce Biomécanique donc qui porte le style de Manu et un style très personnel et évidemment tout à fait inimitable. Évidemment, avec un petit exercice de post-rationalisation, on pourrait dire que ce Biomécanique est aussi quelque part une épitaphe d'une certaine vision du mix des années 90. Pourquoi ? Puisque les années 2000 verront le triomphe des producteurs qui mixent, c'est-à-dire des gens qui sont bookés parce qu'ils ont des tracks qui sont des hits, et donc il faut qu'ils aillent se montrer en tant que DJ. Le DJ qui cartonne grâce à ses DJ skills, c'est très 90s. Voilà, donc à ce titre, je trouve que Biomécanique 2 est un peu une certaine épitaphe d'une certaine vision de la rave des années 90, en tout cas une certaine vision du DJ des années 90.
Donc après, fin des années 90, j'ai un point de vue qui vaut pour moi, et je vais pas prétendre que ça vaut pour tout ce qui se faisait en France ou ailleurs. C'est un peu une période charnière, c'est-à-dire que justement le souffle mythique, fabuleux des années 90 commence un tout petit peu à s'essouffler. Donc déjà des gens voilà qui ont des track listings qui tournent autour de 95, 16, 17 voire avant commencent à se faire qualifier de rétrograde. D'autres essayent de voir ce qui peut arriver après, et parlant de production française, il y a toutes ces productions mid-tempo qui vont venir aussi par le label de Manu. Donc 99, le souvenir que j'en ai, c'est que on sentait un peu dans l'air qu'on était dans un entre-deux. Il y en a qui commençaient à regarder dans le rétroviseur, il y en a qui essayaient de se projeter après. Voilà, c'est le souvenir que j'en ai. Ouais, et puis c'est vrai qu'on est aussi, comme tu le précisais avec l'avènement de Micropoint, au début de la vague du Frenchcore, qui va pas tarder à être issue de tout ça. Et puis en parallèle, au début des années 2000, il y a quand même une énorme production française de hardcore mid-tempo d'un côté et hardcore industriel assez speed de l'autre, qui va quand même durer encore quelques années. Mais c'est vrai que ça, c'est la fin d'une époque, et je pense que peut-être ce qui va clôturer définitivement cette période-là, et là je pense que David pourra préciser, parce que je sais qu'il participait à cette soirée, c'est la soirée Hardcore Symphonie à Verdun, qui revient assez souvent. Ouais, tout à fait, ouais. C'était un peu un baroud d'honneur des rêves hardcore, ouais. Parce que c'est le moment où le public on va dire des musiques hard dans la techno se tournait vraiment majoritairement vers les free parties. Ouais. D'ailleurs, le public d'Hardcore Symphony, c'était, dans mon souvenir, c'était largement des gens de free party, mais qui n'étaient pas bloqués pour payer pour un gros plateau. Et oui, pour moi, la Hardcore Symphony, c'est la dernière vraie rave party hardcore que j'ai vue en France. Rave party, je précise, parce que je mets les free party c'est une catégorie à part. Ouais. Et quelques mois après, il y aura la sortie de Ingler Meta Hands aussi, qui va clôturer la période d'activité de Laurent Haut à l'époque sous ce pseudo-là. Ouais, et l'émergence, en fait, de plein d'autres, et d'ailleurs, qui sont présents dans Biomécanique 2, notamment Hardcoholics, qui sont là depuis quelques années. Il y a beaucoup de gens qui vont sortir aussi de ce... Ouais, on sent toutes les tendances qu'on a évoquées là, ce qui se passait un peu à l'époque, et dans Biomécanique, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, tu as un morceau d'extrait de Neurophonie dans Biomécanique, Cycle Room ou Cycling Room. Oui. Il y a aussi, moi je me souviens, alors je sais qu'il faisait déjà des choses avant, mais où il y a un espèce de son des chantes qui à l'époque sonnait quand même assez nouveau, futuriste, ne serait-ce qu'en termes de production. Enfin, en tout cas, moi, c'est à cette époque-là que j'ai dit ça, c'est du hardcore comme j'entendais pas avant, quoi. Pareil, tu l'as dans le mix. C'est un set qui, on va peut-être se pencher plus avant sur la tracklist, mais disons que c'est un set qui arrive à faire le lien exactement entre l'histoire du hardcore et tout ce qui apparaissait d'un peu frais et nouveau à l'époque.
Et avant de parler de la tracklist à proprement dit, je veux juste préciser qu'on va juste parler du set aujourd'hui et pas de l'album, de la compilation album de Manu, des collabs qu'il a pu faire avec Lenny Day, Producer, Torgel, Zero Horist, Randy, etc. sur le CD numéro 2. On a fait ce choix-là d'aborder uniquement le DJ set parce que c'est vrai qu'on parle très peu du DJ set en podcast et c'est vrai que même à l'époque on était quasiment les seuls à pouvoir chroniquer des CD de mix qui vont quand même prendre un tournant avec toutes les séries de compiles épileptiques et d'autres qui seront quand même assez massives jusqu'au milieu des années 2000. Voilà, c'était juste pour préciser qu'on parle uniquement du CD de mix ce soir et pas de du deuxième CD, même si ça serait aussi intéressant d'en parler. Alors la tracklist, ça démarre par un morceau de Current 99. 909, pardon, c'est DJ Pure, donc un mec issu de Ilza Gold aussi. Autrichien, ouais, tout à fait. Et l'intro, donc j'en parlais tout à l'heure avec David, le sample du début est issu d'un film australien qui s'appelle Ghosts of a Civil Dead, qui a été hyper samplé a priori, notamment par FSOL, etc. et d'autres. L'intro et le début du set, ça démarre autour de 110-120. Est-ce que ça serait quelque chose qu'on pourrait voir de nos jours en soirée? Il y a que Manu qui fait ça, quoi. En soirée, enfin sur des albums, je sais pas si c'est encore des albums hardcore, mais sur des éditions de musique hardcore, non, je vois pas un set commencer comme ça. Et déjà à l'époque, c'était quand même super audacieux parce que le doomcore, ça a toujours été un truc de niche. C'est Manu qui a porté le truc en grande partie. Non pas qu'il a inventé le style ou quoi que ce soit, mais disons que c'est lui qui a réussi à convaincre les gens avec ça. Moi-même, qui suis un fan de doomcore, je suis pas sûr que je parlais de doomcore avant ces années-là. C'est par Manu Malin, par Biomécanique que j'ai compris que c'était un genre à part entière, que j'ai découvert Fifth Serra, Crossbones et tout ça, quoi. C'est audacieux. Florian, t'en penses quoi du début du set, justement, qui est vachement orienté doomcore, peut-être jusqu'au morceau de Panacea, à mon avis, qui arrive au niveau du break. C'est le 8e morceau, mais sinon on a une intro qui est quasiment full doomcore. J'aime bien quand on commence à avoir des débats sur les termes. Si on caractérise le doomcore par une vitesse manifestement lente par rapport à l'image qu'on se fait du hardcore, oui, mais très très vite en fait. Alors je suis d'accord sur le fait que au début, évidemment, en plus avec Fifth Serra, donc mythe ultime s'il en est du doomcore, ça justifie l'utilisation du terme doomcore, mais après il y a Aphasia qui arrive. En termes de vitesse et d'atmosphère, oui, c'est pas loin, c'est un peu cousin, c'est dark, c'est poisseux, ok, c'est pas du hardcore percussif, cartonneur, on est d'accord. Est-ce qu'on appellera ça du doomcore ? Peut-être pas. Les 4 premiers tracks, si c'est pas du doomcore, il faut que je reprenne tout à zéro, moi. Ouais, parce que, Monsieur, cher David, je me suis préparé à ce moment avec vous. Ouais. Sachez-le, je sais qui vous êtes, monsieur, je connais votre œuvre et je suis préparé à débattre. Voilà. Mais assumons de ne pas être d'accord. Voilà. Non, mais je parle des 4 premiers morceaux, je vois même pas en quoi il y a débat en fait. C'est l'incarnation du doomcore en termes d'atmosphère, de tout ce qui définit le style. Et dedans, je parle des 4 premiers morceaux. Effectivement, à partir d'Aphasia, on commence à partir sur autre chose, quoi. Mais toute l'intro, qui pour moi, en fait, ce mix, on peut le diviser par phase. Le premier bloc, qui serait les 4 premiers morceaux, synthé lugubre, beat d'outre-tombe super lent, ambiance, les zombies sortent de terre. C'est la définition du doom pour moi. Je suis d'accord. Merci. Non, parce qu'après sur Aphasia, effectivement, tu pars sur autre chose, et Converter, c'est un mec qui était à l'époque sur Hansen, donc c'est carrément de l'indus rythmique. Alors même si c'est utilisé de façon assez particulière, parce que le Manu, je commence à jouer le morceau, c'est quasiment que la fin du track de Converter, mais si t'écoutes le morceau de Converter du début, c'est de l'indus pour moi, enfin clairement. Oui, d'accord. De toute façon, on va pas pinailler, mais c'est juste, si ça c'est pas du doomcore, je demande à écouter. Non, mais je crois qu'il essaye de titiller là. À l'échelle, non, c'est pour voir si vous m'écoutiez. À l'échelle de l'univers, ok. Mais alors à ce moment-là, allons aussi justement sur le mix en lui-même. Et voyons aussi justement comment, dès le début,
Manu, il arrive avec des approches de mix différentes, avec les tracks. Alors, on va être d'accord que dans sa forme, le doomcore est assez simple. Voilà, c'est ce qui le caractérise aussi. Et déjà, Manu, il va jouer avec ça, c'est-à-dire que il va pas faire un mix où il va mettre kick sur kick et puis en coupant une basse d'un côté et en appuyant la basse de l'autre et ça y est, c'est mixé. Non, il rentre sur une intro, donc sur une nappe. Voilà. Ce qui caractérise aussi beaucoup le doomcore, et donc pour emmener justement dans autre chose que de la rythmique pure et que des enchaînements de rythmique sur rythmique. Alors c'est peut-être aussi un des marqueurs du style de Manu, dont on aime bien dire que voilà, il joue aussi sur les atmosphères, et à ce moment-là de quelle maîtresse façon, parce qu'avec des tracks comme ça où il y a quelques sons, c'est pas très disto, donc il n'y a pas beaucoup d'écume de bruit derrière laquelle se planquer, et pour autant avec deux tracks assez dépouillés, il arrive déjà à faire surgir ces fameuses atmosphères qui caractérisent son style. Non, c'est vrai. Et on peut aussi préciser, pour clore le débat Doomcore, c'est aussi que Manu, à la base, c'est un grand fan de PCP devant l'éternel, et PCP, c'est quand même la matrice de tout ce son-là, quoi. Donc c'est normal qu'il soit projeté dans des labels comme Crossbones, Fifth Serra, qui étaient un peu les héritiers de tout ça à l'époque, quoi. Et puis Manu, c'est un des rares qui joue justement avec sur les nappes, et justement pas forcément que sur les pieds. D'ailleurs, c'est un de ses gimmicks aussi qu'on retrouve encore dans les sets à l'heure actuelle, c'est de faire plusieurs breaks sur un set et carrément arrêter de faire des rewinds ou de couper la MK2 à l'époque. Maintenant, il peut le faire avec les sets DJ aussi, mais de faire vraiment des grosses phases de break pour repartir sur des tempos et sans forcément avoir la nécessité d'enchaîner sur le tempo sur certaines phases. Il n'hésite pas à faire des gros breaks en tout cas pour séparer les parties de son set, y compris sur celui-là. Il n'est pas à cultiver une frénésie rythmique pour dire c'est hardcore. Voilà. Il va mettre du relief, il va mettre de la profondeur, il va mettre des aspérités, des trucs inattendus, des effets qui prennent une cohérence dans son déroulé de mix, alors que parfois ça se fait pas, hein, comme tu dis, on arrête le disque, on arrête le morceau. Ok, d'accord. T'es DJ, t'arrêtes le morceau. Bon, fallait le placer de manière cohérente dans un mix. Voilà. Mais ça, lui sait le faire. Je note au passage, hein, et c'est pas du tout pour polémiquer, que Clément, tu dis pied, toi. Tu dis pas kick, tu dis pied. D'accord. Oui, c'est vrai. Ouais. Ok, d'accord. Non, mais j'accepte. Moi, j'ai encore plus old school, disons bass drum, comme ça, on met tout le monde d'accord. Non, mais tu vois que Manu, il a aussi cette culture du DJing qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire que d'arrêter le disque avec un rewind ou de carrément couper l'alimentation de la platine pour avoir un truc qui s'éteint petit à petit, c'est aussi, ça vient aussi de la culture rave anglaise, du UK hardcore ou de la drum and bass, où c'est plus courant en tout cas d'avoir ce genre de gimmick et de méthode de mix que dans la techno. Et d'ailleurs, moi je me rappelle dans ces eaux-là, à cette époque-là, discuter avec des mecs qui disaient que Manu c'était un mix trop mental. C'est ce qu'on pouvait entendre à l'époque aussi. C'est-à-dire que le mental, pour certaines personnes, c'était justement l'inverse de cette culture du mix full kick, quoi. Dont on a pas mal de gros représentants en France d'ailleurs, hein. Mais je sais pas comment un mix hardcore peut être trop mental. Enfin, si c'est trop mental, va écouter autre chose. Enfin, non, mais justement, parce que on en revient à ça, de jouer sur les nappes, de jouer avec des intros plus longues. Je me rappelle souvent au début, il jouait en intro ce morceau de Moby qui s'appelle Thousand, ouais, qui monte à 1000 BPM et qui redescend, qui dure 10 minutes, quoi, parfois. Et Manu, il n'hésitait pas à le jouer du début à la fin, presque. Donc, il y avait cette caractéristique de pouvoir faire flipper un certain public, peut-être un peu éclaté,
qui voulait autre chose que du mental ou du doom. Ouais, c'est peut-être le côté un peu lugubre, lui, parce que le côté hardcore, effectivement, il le mettait aussi dans le côté menaçant de la musique. Il y a quelque chose d'assez intimidant, au sens, tu sens une espèce d'énergie qui grossit. C'était ce qui faisait le charme de ces sets, mais peut-être que pour certaines personnes, c'était pas ce qu'ils venaient chercher dans ce genre de fête, effectivement. Oui, bah c'est les gens qui voulaient du boom boom, quoi. Bon, mais que du boom boom. Alors, et c'est vrai que, en fait, ce qui est notable, toujours dans ce début de mix, c'est que Manu, il sort des tracks qui sont pas du tout faciles. Certes, c'est pas très rapide, c'est pas speedcore tabasseur. Pour autant, c'est des tracks qui sont arides, c'est pas des jolies boucles comme ça. Allez, on se laisse aller et tout ça. C'est des sons très métalliques. C'est de la stridence. En plus, avec ce que lui vient mettre en mix pour mettre de la profondeur, où il va justement cultiver ce côté-là très étiré, métallique, dissolution des repères. Il y a des repères. On entend la rythmique qui fait son travail derrière. Mais justement, il va manier des tracks déjà pas évidents, pas prêts à consommer, quoi, on va dire, voilà, pas facile. Et il va en plus mixer de telle sorte qu'il va un peu plus brouiller les repères. Donc c'est pentu, c'est escarpé. Bah c'est un truc qu'on peut saluer en termes d'intégrité, parce que pour les raisons évoquées tout à l'heure, effectivement, lui, il avait accès aux médias, il avait une espèce d'exposition dont il aurait pu faire des choses encore plus vendeuses. Et le mec qui est amené à présenter le hardcore à un plus large public, il fait absolument aucune concession dans sa vision, dans la tracklist et tout ça. C'est un truc qui est assez admirable, je trouve. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de vrai hit, en fait. Même le morceau de Micropoint, comme tu disais, qui à l'époque cartonne quand même pas mal, bah c'est pas le Noise Fitter, quoi. Non, celui qui prend, c'est le moins Frenchcore de l'album, en gros. En vrai, y a quoi comme sur la tracklist, là, sans parler du début, il y a quoi, à part peut-être le We Have Arrived, mais qui est aussi un remix d'Aphex Twin assez obscur, il y a quoi qui parle aux mecs qui sortent pas forcément tous les week-ends ou qui ont... Ah bah pour les gens, je pense que justement, paradoxalement, le nombre de fois, c'est presque un cliché, où j'ai entendu de public techno à house club ou ce que tu veux, moi j'aime pas le hardcore sauf Manu Malin, c'est parce que précisément, je pense que pour quelqu'un qui était pas dans le circuit des tough hardcore, c'est le genre de disque qui peut le convaincre plus facilement, parce qu'il y a de l'atmosphère, parce qu'il y a une variété de sons, parce qu'il y a des rythmiques un peu break, ça montre un peu la richesse du genre, quoi. C'est pas un truc où il faut avoir vécu le truc déjà en soirée pour réussir à se projeter chez soi, quoi. Ouais.
tube. Mais c'est plus vers la fin du mix. Il y a quand même un Jack Lucifer, alias Miro, alias Stickhead. Voilà, Kotzak, qui dans le genre est un peu tubesque, mais enfin c'est un genre effectivement déjà un petit peu avancé, on est d'accord. Enfin, le 96 Nights, je sais pas si tu peux appeler ça un tube, pour moi c'est un de mes morceaux préférés ever. C'est un tube dans le 7e cercle des enfers éventuellement. C'est un tube dans ce qu'on appellera du terror qui ne s'appelle pas encore comme ça. C'est un classique, voilà. Disons quoi. C'est un classique. C'est un classique. Voilà. Non mais on est d'accord que rien dans ce mix n'est fait pour être immédiatement, facilement consommable. Voilà. C'est pas du prêt à écouter. C'est pas nice. C'est pas bisou dance floor machin. C'est tout sauf ça. En fait, c'est dark. C'est bizarre parce que David parlait de phase. Moi, j'avais tendance à arrêter la première partie du mix, pas forcément sur les 4 premiers, mais d'intégrer le morceau d'Aphasia de Panacea et plutôt de l'arrêter sur le morceau de Zect, parce que je trouve que ou de Rave Creator, pardon, parce que je trouve que c'est le morceau de Rave Creator qui, pour moi, amène une nouvelle énergie dans le set. Oui, c'est là où tu commences à avoir un sentiment d'urgence, alors qu'avant ça joue plutôt sur la pesanteur et le côté menaçant. Ouais, j'ai tendance à inclure les premiers dans un même bloc, parce que même le Zect, niveau minimalisme, enfin tu vois, c'est un sample de la BO d'Hellraiser qui est bouclé avec quelques samples du film. Sûrement d'ailleurs le film le plus samplé ever dans le doomcore. Et ben d'ailleurs le thème d'Hellraiser, je l'ai réalisé en réécoutant Biomécanique 2. En fait, il y a 2 extraits de la BO d'Hellraiser, parce qu'il y en a un, il y a aussi des nappes de la BO dans le morceau de Davos. Donc en fait, il y en a 2 dans tout le mix quoi. Ouais. Ce qui crée un peu un lien aussi, parce que c'est vrai que l'univers Hellraiser ça colle très très bien à Manu le Malin. Et ouais, mais c'est vrai que le Rave Creator arrive après ce morceau de Zect et amène une nouvelle énergie, parce que le Panacea, je le trouve c'est un gros morceau Dark Step de l'époque, mais il est c'est hard break quoi. Enfin, on va arrêter d'enculer les mouches sur les styles, mais c'est hard break. Hein, il est vachement ralenti en fait, parce que si tu l'écoutes sur le BPM normal, c'est plutôt un morceau de drum plus speed quoi. C'est sûr que ça fait pas boom boom. Ce Panacea. Alors moi j'avais appelé ça break rêve, mais enfin on va pas se chipoter sur les appellations. Et effectivement le Rave Creator. Alors déjà avec son gros sample qui vient un petit peu mettre tout le monde au garde à vous aussi. Quand il se met, je vais pas essayer de le refaire là tout de suite parce que on l'a tous en tête, mais voilà, en gros ça signifie qu'on arrête de rire et on rentre dans le vif du sujet quoi. Voilà. Et il y a une dimension alors plus immédiatement dance floor. Voilà, on revient à quelque chose de plus immédiatement dance floor. Il y a aussi cette dimension très hypnotique qui est là pour le coup avec des boucles. Et des boucles de synthé et des boucles qui vont aller chercher le morceau suivant, DJ Lucas, qui lui aussi joue sur la boucle, mais là cette fois-ci des boucles noise. Donc tout de suite Manu repart dans un truc qui est tout sauf évident, tout sauf fléché en fait. Certes il met un Rave Creator qui repart sur du dance floor, mais c'est pas pour remettre un autre truc dance floor bouclé derrière. Non, s'il y a des boucles avec DJ Lucas, c'est des boucles noise, c'est très white noise, et donc ça repart dans des angles et des circonvolutions tout à fait imprévisibles. Rien n'est prévisible dans ce mix. Ouais. D'ailleurs, je vois que sur tes notes, t'avais parlé de la variété des genres musicaux, et c'est vrai que depuis le début, quand on parle de la tracklist, on est sans arrêt en train d'essayer de décrire les morceaux, tellement la variété des tracks et de la provenance aussi des morceaux est hyper variée en fait. Parce que si tu prends la liste de tous les morceaux, effectivement tu vas avoir du doomcore, tu vas avoir de la rave, tu vas avoir de l'indus, peut-être du breakcore rave avec Aphasia, et puis après tu vas partir sur des death chant, limite du deathcore, du speedcore à la fin.
Du hardcore australien, Amiga, chipcore comme on disait à l'époque, du Kotzak. En fait, oui, c'est ça qui est intéressant. Moi, si je devais initier quelqu'un au genre, je lui dirais commence par ça, parce que là, tu as vraiment tout le panorama de ce que peut être la techno hardcore. Enfin, on se comprend, évidemment, il y a encore d'autres choses, ça peut aller encore plus loin dans l'expérimental, ce qu'on veut, mais disons qu'on voit à peu près tout le panorama d'ambiance, c'est vraiment la démonstration de tout ce que ça peut être, ce qui est d'autant plus intéressant, je trouve, de nos jours, où tous les sous-styles de techno-hardcore, en gros, se définissent par un style de kick, un BPM, et quelques tricks appris sur YouTube. C'est vraiment un niveau de formatage extrême. Là, on voit vraiment toute la richesse du style, il y a quasiment un style par producteur, en fait. Ouais. Et c'est d'autant plus fort que à l'époque, par exemple, d'aller chercher un morceau comme celui de Converter ou même Dormaus, parce que le morceau de Dormaus qu'il joue, je crois que c'est plutôt sur la dernière moitié du set, c'était des trucs qui sortaient sur des labels américains hyper difficiles à récupérer en vinyle en France. Ouais, on sent qu'il y a un vrai travail de digage. En plus, le breakcore à l'époque, c'était avant que ça. Est-ce que j'oserais dire que le breakcore a explosé, mais on se comprend. En tout cas, que ça soit un peu moins connu qu'une poignée de fous, en gros, que ça soit un peu plus connu, je veux dire, qu'une poignée vraiment d'initiés, et surtout pas en France. Et à côté de ça, ça va même plus loin, puisque le mec va chercher au-delà, ça c'est un truc que j'ai toujours aimé chez lui, il va chercher au-delà même du hardcore, il va chercher des morceaux qui ont un esprit hardcore sans relever de la scène hardcore. Je pense au Converter, qui lui vient de la musique industrielle, power noise, Hansen, ce qu'on veut, sauf que ça fonctionne merveilleusement dans un set techno hardcore, donc il y a vraiment une volonté d'élargir le spectre, quoi. Et d'où le côté aussi surprenant, quoi. Moi j'adore justement tomber sur des mix où je fais il rentre ça, mais c'est pas censé être là, quoi. J'ai le même ressenti avec le morceau d'Ubald, bizarrement, qui est pas forcément un producteur que j'ai vraiment apprécié, en fait, au final. Feu Ubald, d'ailleurs, on peut lui rendre un petit hommage. Ouais, tout à fait, qui est décédé il y a quelques années. C'était un morceau qui était sorti sur Expression, et puis à l'époque, en fait, un mec qui joue du hardcore, jouer du Ubald, c'était pas forcément un truc naturel, quoi. Ouais, t'es à la limite de ce qui a pu s'appeler à un moment Hardfloor. Ouais. Ce trait d'union, alors je vais me risquer aux appellations, le trait d'union entre une grosse tribe pumpy et un hardcore linéaire, avec justement le clic en avant, quoi. Mais en l'occurrence, le track dont on parle, il y a aussi un truc très, très mécanique, quoi. Je pense que c'est ça qui a plu à Manu. Il y a un côté presque industriel, parce que t'as l'impression d'une machine, quoi. Il y a aussi un truc que je repère dans ce set et qui est moins flagrant, en tout cas sur les sets hardcore français de l'époque, surtout la période pré-épileptique, c'est la provenance de beaucoup de producteurs qui viennent des US ou d'Australie, parce qu'ils jouent pas mal de dérivés de Nathan Bluton. Mais il y a du DJ Tron, il y a du Overcast, il y a du Dormaus, donc on en parlait tout à l'heure, Deadly Buddha. Enfin voilà, il y a vraiment une volonté aussi de pas fermer et d'ouvrir au maximum, en fait. Ouais, c'est tout le spectre géographique et stylistique, quoi. Ouais. Et ouais, sur la deuxième phase du set, donc on commence à parler justement du morceau de Rave Creator et du morceau d'Ubald. Il y a un morceau de Trafic qui est pour moi mais à peine intercalé, mais qui relance aussi la machine avant de partir sur le morceau de Deadly Buddha. Je sais pas si l'un d'entre vous veut justement parler de la deuxième phase, en fait, ou la troisième d'ailleurs. Je sais pas comment vous voyez le truc, vous. Alors pour le coup, c'est une phase. C'est pas la phase qui me marque le plus, mais aussi parce que après avoir écouté ce mix 1000 fois, arrivé à ce moment-là du mix, en fait, justement, je suis en train de guetter l'arrivée du morceau de Producer. Et parce qu'en fait, pour moi, le mix, si on fait des grandes masses, le tournant du mix entre sa première moitié et sa deuxième moitié, il est là. Bon, on va y arriver, mais enfin, en tout cas, pour dire, j'essaye de camoufler laborieusement le fait que j'ai pas grand chose à dire sur la partie Trafic, Deadly Buddha, Mass Driver. Si ce n'est que quand on parle de Sans Concession, le morceau de DJ Freak justement qui clôt là avant que ça commence sur le producteur, c'est comme un gros pétage de plomb, fallait oser le rentrer celui-là. C'est ultra noisy, quoi. Même en soirée, ça devient un dance floor. Donc... Ah ouais.
Mais c'est ce que j'admire aussi sur ce set, c'est qu'il ose jouer des morceaux même sur des périodes de 2 minutes, mais qui vont réinsuffler une nouvelle ambiance ou justement lui permettre de faire un break pour repartir sur autre chose. Ah oui, bah après le DJ Freak, il n'y a plus que ça à faire, c'est repartir sur autre chose. Après, c'est pas ma partie préférée du morceau aussi. J'ai tendance à penser comme Florian que la deuxième partie du set, elle ouvre sur le produceur, mais que le fait d'avoir eu un enchaînement de morceaux hyper industriels et plus rentre dedans et hyper noisy avant, fait en sorte que le morceau de produceur, il explose en fait quand il arrive. Et puis il aide aussi à introduire la phase plus break, voire carrément breakcore, parce que c'est un crossover justement, c'est du hardcore très breaké. Après, ça lui permet d'arriver sur Dormouse, Davros et compagnie, quoi. Florian, tu veux parler de cette phase donc du coup qui démarre avec produceur? Donc ce qui fait en fait dans le mix, il ralentit en fait le morceau de DJ Freak au doigt, et puis et il lance le produceur sur sa nappe d'intro. Donc c'est l'enchaînement dans le mix où les deux morceaux sont pas mixés entre eux. Enfin, ils sont plus enchaînés que mixés, mais il y a une cohérence à tout ça, évidemment. C'est évidemment très maîtrisé. Et puis à ce moment-là, ça permet de prendre le temps d'entrer dans ces ambiances majestueusement installées par producteur, qui est très très fort pour ça en fait, d'amener les choses progressivement. Alors quand on dit hardcore et progressif, en général, ça me hérisse complètement. Comme tout le terme progressif appliqué à n'importe quelle musique, mais là en l'occurrence, voilà, producteur qui arrive à installer petit à petit des ambiances, des atmosphères en teasant, il installe un son, il le retire, il joue avec, c'est très très ludique et en même temps très très profond. Bref, producteur énormément de talent. Et là en fait, c'est un morceau qui va, pour le coup, durer longtemps. Ouais, c'est le morceau qui dure le plus longtemps, je crois, avec le Overcast. Hein. Ouais. 5 minutes 12. Parce que Manu le joue dès le début. Et il le laisse entrer. Voilà. Il se jette pas dessus pour vite le mixer avec autre chose. Et, ok, il y a une très très belle intro. Allez, on rentre et c'est reparti. Alter right and really moving. Get right by us right now. That was really close.
Ce que j'aime bien aussi, c'est le nom du morceau de producteur, 21st Century Core Orchestration for the End of the World. J'ai toujours trouvé ça pas mal en fait pour repartir sur la deuxième phase. Et puis aussi, on est au tout début de la vibe du son Def Chant, parce que en 99, Def Chant, on n'en entend pas encore partout en fait, en soirée. Non, bah c'est un peu le début où il y a ce choc esthétique sur ce label qui est un peu à rapprocher de ce que faisait Micropoint à l'époque, même si c'est deux choses différentes, mais c'est quand même un espèce de hardcore assez futuriste, je sais pas comment dire, avec beaucoup d'édits, beaucoup de petits détails, une production très moderne. C'est un peu un son qui commence à apparaître, qui marche très fort d'ailleurs dans les free parties à l'époque, je me souviens. Et je pense que Manu, il y trouve aussi, c'est un fan de hip-hop aussi, donc je pense qu'il avait déjà ça avec Bloody Fist. Ce côté crossover, hardcore et rap, ça lui parle, enfin hip-hop en tout cas, ça lui parle beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de samples de scratch aussi, qui ouais, sont c'est ça, c'est sur lui-même. Tout cet esprit hip-hop old school, je pense que Manu, c'est un truc qui l'intéresse musicalement, donc pouvoir l'intégrer encore plus dans son hardcore, ça a dû lui parler direct, ouais. Et le morceau de Dormaus et Davros, c'est deux morceaux qui sont sortis sur Addict, je crois, à l'époque. C'est des morceaux qui sont quasiment introuvables en vinyle. Ça, je crois que j'ai mis 2 ou 3 ans pour les choper à l'époque, mais c'est hyper mal distribué et il faut aller les chercher, quoi. Ah, c'était vraiment obscur à l'époque quand il joue ça. Ouais. Après, il y a un morceau de Free Bad Brothers qui est en fait le projet de El Doctor, Manu et Torgel, et qui part après sur le morceau de Nathan Bluton, Mylan. Alors, c'est la grosse accélération de BPM, je crois qu'elle se fait sur cette partie-là, en fait, de producteur jusqu'à hardcoholic. Alors, si on parle toujours de mix et de technique de mix assez remarquable, il rentre l'intro du Nathan Bluton sur le break du Free Bad Brothers. Et c'est super bien mixé. Donc là, ça va mettre une très très belle dynamique, une très très belle profondeur, alors que il joue pas le mix kick sur kick. Voilà. Alors là, c'est typiquement le genre de phase. En plus, sur des tracks qui allaient à des vitesses qui étaient celles que je pratiquais beaucoup à l'époque. Moi, en tant que DJ, qu'apprenti DJ. Donc c'est aussi pour ça que je dépiotais les mix, c'est pour choper des plans. Voilà. Et ce truc de rentrer le morceau numéro 2 sur son intro sur le break, un break du morceau numéro 1, facile à dire, mais après vas-y. Voilà. Et là pour le coup, voilà, je trouve que c'est une façon de mettre un relief supplémentaire sur ces morceaux qui, effectivement, là on arrive où ça commence à speeder, ça commence à être nerveux, on commence à être dans la frénésie rythmique. Ok, d'accord. Bah lui, il arrive à montrer qu'on peut jouer autrement que la frénésie rythmique avec le mix. Ouais. D'autant qu'elle est à la nappe sur des vinyles sur lesquels t'as pas de repères visuels et de calage automatique que tu peux avoir maintenant sur les platines digitales et ces DJ, c'est vraiment pas si facile que ça, quoi. C'est même ça peut même être extrêmement risqué. Comme tu dis, il y a pas de sur des vinyles, il y a aucun précalage possible. Et puis en plus parfois dans des conditions c'est quand c'est la nuit et que c'est pas très bien éclairé, enfin à la limite tu peux te repérer avec les différences sur les sillons, parce que sur les sillons, voilà, ceux qui ont des vinyles savent ce que c'est. Quand c'est une partie avec du kick et quand c'est une partie avec une nappe, les sillons peuvent être un petit peu plus clairs en fait, d'une partie à l'autre, donc ça fait comme des plages. Voilà, tu vois à peu près où t'en es. Bon, mais si en plus c'est mal éclairé, machin, en fait c'est tout à l'oreille. Tiens, les DJ faisaient les choses à l'oreille à une époque, oui. Et le morceau de Nathan Bluton qui rentre, je sais plus s'il était, mais je crois que c'est un vieux truc aussi. Donc il n'hésite pas à rediguer des morceaux qui sont sortis il y a quelques temps pour les replacer dans le set. Le morceau de Hardcoholics, je crois qu'il est sorti l'année d'avant ou la même année. Et ce que j'apprécie sur ce morceau, alors Hardcoholics, ils ont eu une phase de morceaux qui ressemblaient ou qui s'approchaient plus de Def Chant ou de peut-être du Harley Frenchcore, mais là c'est un morceau qui trace et qui est pur indus, quoi. C'est une grosse loupe. J'aime beaucoup ce morceau en fait, pour le coup.
qui commence à préparer en fait à la fin du set, qui est juste l'apocalypse. Il y a le morceau d'Ingler qui est particulièrement féroce aussi, c'est un de ses plus énervés, ce qui dit quelque chose. Et le morceau de DJ Tron aussi, le regretté DJ Tron à l'époque, qui sortait pas mal de morceaux qui s'approchaient quand même d'un délire un peu à la Kotzak parfois, qui a fortement monté à la scène US après. On peut parler de Terror, hein, parlant du DJ Tron. DJ Tron d'ailleurs, effectivement, donc feu DJ Tron, dont les productions 20-25 ans après restent pour beaucoup des perles fabuleuses dans leur genre. En fait, voilà, c'était pour faire un petit coucou, c'est une petite madeleine comme ça, DJ Tron. Ah, c'est vrai qu'il est pas ultra connu en France, enfin tout est relatif, mais il a pas beaucoup joué en France. Moi, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu sur un flyer de soirée française. En fait, ça a bien dû arriver, mais je suis pas sûr qu'il ait joué en France. Pas très connu du public pour les gens qui diguaient pas, quoi. Oui, ouais. Et puis il fallait, le mec était américain, donc va booker un DJ Tron effectivement peu identifié par le public à l'époque. Bon, voilà. Donc, mais en tout cas, les prods restent étincelantes dans le registre proto-terror, si on ose dire. Moi, c'est ma partie de set préférée, c'est vraiment la fin. À partir la fin du Hardcore Leaks mixé avec les DJ Tron jusqu'au Overcast, je trouve que c'est juste le truc. On rentre dans une certaine sauvagerie, ouais. Ouais, non seulement c'est sauvage, mais en plus c'est vraiment. Ça marque la fin d'une époque pour moi. Ce set, quand je l'ai écouté la première fois, je savais qu'on allait passer à autre chose et que ça allait rester pendant longtemps le testament d'une certaine époque. Et je pense que la plupart des gens qui l'ont connu à sa sortie, le vivent aussi comme ça. Mais putain, enchaîner Hardcore Leaks, Singler, Micropoint avec le Tron au milieu, et puis de rentrer le Kotzak qui est juste le Jack Lucifer, donc le 96 Nights, To The Death Mix, qui est à la limite une sauvagerie au GABA. Ouais. La fin du set, c'est autre chose. Et comment il le rentre d'ailleurs, parce que le Jack Lucifer, il le rentre sur l'outro du Micropoint, donc pas sur une partie kickée et même pas sur une partie rythmée. L'outro du Micropoint, c'est un truc qui dure et c'est des râles humains mis en boucle. Ouais. Et il rentre le Jack Lucifer là-dessus. Et quelle nappe, quoi, en plus, hein. Quand le truc rentre, c'est... espèce de romantico dark infernal. Tu sens que la dernière ligne droite va être rude. Ce bon vieux Miro, quoi. Et le Overcast, c'est marrant que tu dises que c'est la fin d'une époque et tout, parce que le Overcast, qui a un morceau furieux, mais au milieu, qui a une espèce de break qui est presque un peu triste, mélancolique, oui. fin de soirée, qui un peu, bon, c'est évidemment pas fait exprès, si ce n'est que ça collait bien pour conclure un set, mais oui, il y a un côté un peu, là, une page se tourne, je trouve, à la fin, et tu le ressens. Hein. Je pense que, alors Manu, quand je l'ai interrogé sur le Biomécanique 2, pensait plutôt au futur quand il a enregistré, et pas forcément. C'était pour. Ah oui, non, lui, il a jamais été dans la nostalgie, c'est sûr. Clairement. C'est sûr. Je disais pas un passéisme, mais un côté effectivement un peu doux amer à la fin du set, quoi. Ouais, mais ce qui est le cas de pas mal de morceaux de Nathan Bruton, en fait, au final. Parce que si tu sors de la Migacore hyper sauvage, etc., la plupart des pads ou des notes utilisées ont quand même un certain relent de nostalgie, mélancolie, en fait. C'est vrai. Il y a que bien il faut le chercher quand même. Il y a bien que chez nous qu'on arrivera à parler de l'émotion chez Bloody Fist, mais on l'a fait, quoi. Je suis content. C'est le cercle des esthètes. Et la fin de set pour vous alors, à partir du Hardcore Leaks jusqu'à Overcast, je pense que Florian, le Jack Lucifer, effectivement, c'est quelque chose qui a dû te parler fortement. Oui, mais c'est... alors effectivement, donc à partir du DJ Tron, quand ça part speed, dark, dans des variantes de ce qu'on pourra appeler terror, enfin, qui est un mot qui surgira plus tard, mais il y a d'entendre ce type de morceau dans des soirées, on va dire, pas forcément spécialisées justement terror, comme ça s'est passé par la suite, dans les années 2000.
Après, chaque son avait sa room. Bon, mais oui, c'était comment dire, ça s'est beaucoup moins vu quelque part. Voilà, là c'est amené, c'est très cohérent, et quand ça surgit, ça fait presque une heure que Manu amène tout ça. Donc quand il l'amène par rapport à la continuité du mix, ça se justifie, il y a un sens, voilà. Mais en fait, dans les années 2000, qui arrive tout de suite après la sortie de ce mix, ce type de morceau à 220, 230 BPM, etc., c'était le fait de DJ spécialisés dans le genre, identifiés comme tel, mais de mettre ça à la fin d'un mix qui avait commencé 100 BPM plus bas, non, on l'entendait déjà pas beaucoup dans les années 90, mais dans les années 2000, c'était terminé complet. David, ton avis sur la fin du set? Ah bah moi j'adore, j'aime tout le set, hein, parce que je pourrais pas détacher. Si vraiment faut que je dise le fond de ma pensée, moi ce qui m'accroche le plus, mais ça c'est ma sensibilité musicale, j'ai un gros faible pour toute la première partie, mais en même temps les deux parties font pas sens l'une sans l'autre, quoi. Il faut que ça commence comme ça pour que ça finisse en espèce d'apocalypse total, quoi. Donc moi j'adore jouer, puis en plus j'adore Jack Lucifer, c'est un classique absolu, le micro-point, le Hingler, c'est un de mes préférés d'Hingler, l'Overcast, n'en parlons pas, tout est bien en fait. Après moi c'est vrai que naturellement je suis encore plus dedans, parce qu'en plus c'était moins courant à l'époque, sur toute la première partie, quand il rentre alors évidemment toute la phase Doom, mais aussi tout le côté merde, je trouve Break. Ouais, non, quand il joue le remix d'Aphex Twin, là, on dirait les forges de Vulcain, tu sais. Ah ouais. Les espèces de hardcore complètement primitif, t'as l'impression qu'il est en train de forger l'épée de Conan, et enchaîner sur le converteur, tout ce passage industriel, et en même temps qui est pas très rapide, moi ça me parle énormément, ce genre de truc, tu vois. Et c'était pas, j'ai pas vraiment d'équivalent d'autres sets hardcore sortis dans le commerce où il y avait ça. Le hardcore 3 de Laurent Haut commence pas si rapide que ça, il y avait déjà une volonté de faire ça, mais très vite on part plus dans quelque chose de très très intense, quelque chose d'aussi pesant, menaçant. J'ai pas d'équivalent, moi.
J'ai pas l'impression non plus, parce que le Hardcore 3 de Laurent Haut, les BPM montent très vite en fait sur les. Ouais, même si déjà à l'époque il ose quand même le deuxième CD. Enfin là, on n'est pas là pour parler de Hardcore 3, mais l'autre commence aussi par un morceau de techno en l'occurrence, oui, le deuxième CD quoi. Mais disons que voilà, cette incarnation du son un peu, on va dire, appeler ça post-PCP, Doom, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas lent, menaçant, qui joue pas sur la vitesse mais qui joue sur la puissance, c'est vraiment c'est un manifeste total, la première partie Biomécanique 2 là-dessus. C'est bizarre parce que quand je l'ai réécouté hier, bon, pour la énième fois, hein, je crois que je l'ai réécouté des centaines de fois, je faisais un parallèle avec bizarrement avec les sets d'anciennes méthodes maintenant. Ouais, c'est dans vrai. Un autre délire, dans un autre style, quelqu'un qui arrive à jouer déjà autant de morceaux, parce que là on est sur 27 tracks sur je crois que ça doit faire 1h10, donc on est quand même sur du 2h30 de moyenne, sur du vinyle à l'époque en plus, ce qui est pas si facile que ça, ne serait-ce que niveau de la mise en place du vinyle sur la platine, etc. Et Ancienne Méthode a cette capacité à justement, alors la progression de BPM en moins forcément, mais à instaurer des ambiances et à jouer sur les nappes. Et c'est peut-être un des rares à l'heure actuelle à continuer à faire ce genre de set. Oui, c'est vrai, c'est deux styles différents, mais en même temps, moi, ça m'emmène un peu dans les mêmes zones, ouais, c'est vrai. Ne serait-ce que de jouer sur les pads ou sur les ambiances ou de... Ouais, et puis t'as quelque chose d'ordre un peu tribal dans tout ça, tu vois, mais tribal au sens pas ethnique, mais au sens un peu dark, de primitif, tout ça, quoi. Et tu le retrouves aussi dans le hardcore de Manu, en particulier quand il joue lentement, je trouve. 25 ans après, parce que c'était il y a 25 ans, le 3 septembre 99, quel est votre avis définitif sur Biomécanique 2 ? Je dirais que c'est comme la première trilogie Star Wars, le 2 est le meilleur épisode. c'est l'Empire contre-attaque, même si moi j'adore le 1, et le 3 a son charme, mais je le trouve plus justement une photographie de son époque, que le 1 et le 2, ils ont un côté plus intemporel, quoi. Et donc pour moi ça joue entre le 1 et le 2, et oui, je pense que c'est quand même le 2 le meilleur. Florian ? Ça fait 3-4 minutes que vous sortez des trucs cosmiques. Je suis très très intimidé, j'ai du mal à passer après vous, donc je vais essayer de formuler quelque chose. Donc puisque David vient de parler de trilogie, moi je dirais, alors à ce moment-là, la question que je poserais, c'est quels seraient les deux autres mix hardcore des années 90, et peut-être d'autres mix venant de France, d'autres DJ qui permettraient de former justement une espèce de trilogie comme ça. Donc on prend Biomécanique 2 d'un côté, forcément j'aurais envie d'aller regarder du côté de Radium, et peut-être que c'est son mix Stormcore, voilà. Et alors à ce moment-là, ça poserait la question de quel serait le troisième mix qui viendrait compléter cette trilogie. Est-ce que c'est un Lisa? Est-ce que c'est un Laurent Haut? Est-ce que ça a un sens de choisir? Est-ce qu'on peut dire qu'on fait un choix un petit peu quantique, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on faisait une trilogie, mais en fait on en met 4, et je sais pas comment finir. Alors, si on sort du format... Ouais, complètement. Et si on sort du format CD, qu'on s'autorise les mixtapes et tout ça, il y a quelques sets de Speedix qui sont assez incroyables aussi, dans les choses qui ont été éditées, quoi. Notamment le Stormcore d'ailleurs, mais pas que. Alors si on doit rester sur les CD sortis dans le commerce, pour moi ma trilogie, je l'inclurai pas le CD, le mix de Radium, mais je mettrais Hardcore 3 de Laurent Haut, et je mettrais le Hardcore Rave Party CD de Lisa. Pas de Mental Theo, mais le CD de Lisa sur Fairway qui est dû sortir en 94. Pour moi c'est ça la trilogie, sur 3 époques assez différentes. Je crois que le Laurent Haut il sort en 95, je veux pas dire de conneries. Et puis après il y a Epileptic qui a abreuvé le marché de tout un tas de CD mix, et tout n'est pas acheté, il y en a eu des très bons dedans aussi. Il y en a eu des très bons, mais pour moi les meilleurs sur Epileptic, même si c'est un autre débat, ça va être surtout les sets des Anglais. Samuel Underground, Traffic. Le premier mix CD de Traffic sur Epileptic et le mix de Marken Monumental. Oui, exact, bien sûr, ouais, j'avais oublié. Ouais, voilà, c'est pour ça, il y en a eu pas mal. Celui de Speedix c'était très bon, enfin on va pas faire la liste, mais il y avait vraiment des bons trucs aussi. Sur la trilogie française, en tout cas pour moi, c'est sur les CD sortis dans le commerce, c'est Biomécanique 2, Hardcore 3 de Laurent et Lisa. Après, voilà.
on en fait ce qu'on veut. Hein. Oui, après, c'est sûr que moi, le hardcore qui me passionne le plus, c'est vraiment... Ça arrête un petit peu... Non, c'est pas vrai, ça continue un petit peu après, mais c'est la période où je commence vraiment à partir sur autre chose parce que je retrouve plus de moins en moins ce qui me plaît dans le hardcore, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Biomécanique 2 au niveau de l'historique, au niveau de peut-être de la musicologie ou je sais pas. Est-ce qu'on peut le conseiller comme une vision assez pratique du mix des années 90, à la fois au niveau technique, à la fois au niveau des styles, à la fois au niveau des atmosphères. Ouais. Alors sur le mix, moi n'étant pas DJ là-dessus, c'est Florian qui peut avoir des éclairages intéressants, mais je l'ai déjà dit, mais oui, c'est vraiment, si on veut initier quelqu'un, bon évidemment, il faut avoir un peu l'esprit ouvert, hein, parce que c'est pas facile d'accès comme on a dit, mais quelqu'un qui veut perdre ses clichés sur le hardcore, moi je lui mets direct Biomécanique 2, quoi. Je lui fais écoute ça et me dis pas qu'il y a pas des moments où tu trouves pas ça au moins intéressant, quoi. Florian, sur la partie technique aussi bien que sur la tracklist. Je trouve que la technique est d'autant plus remarquable qu'elle est la conséquence d'une vision. C'est qu'on parle beaucoup de technique parlant de ce mix, mais c'est pas une démonstration technique, c'est pas un concours. Hein, on n'est pas dans un contexte avec des mots de skills dans tous les sens. Il y a une très très grosse technique tout au long du mix au service d'une vision, et c'est les deux ensemble qui donnent cette consistance et cette pérennité au mix. Et justement, cette technique permet aussi de montrer cette vision cette vision peut-être très 90s d'un mix qui est un voyage avec des couleurs musicales très très variées. Donc avec une grande liberté dans le track listing, etc. C'était pas conditionné par je dirais des logiques promo. Aujourd'hui, t'as beaucoup de gros DJ qui jouent leur label, donc ils jouent leur prod et les prods d'un ou deux potes. Bon, là on est vraiment dans cette illustration de la liberté que pouvaient avoir dans les années 90 les DJ, y compris les DJ qui tournaient beaucoup comme Manu, dans choix du track listing, choix des techniques et des choses pas faciles. Et en même temps, il y a cette ouverture, cette liberté, et en même temps déjà cette très très grande maîtrise quand Manu il arrive avec ça, et donc cette maîtrise qui permet de montrer comment le mix, certes art nouveau, a déjà une maturité, a déjà une consistance qui permet de faire cette démonstration de gala. Et c'est ça qui lui donne en fait ce côté quelque part un peu éternel. Hein. C'est à la fois c'est très porteur de cette énergie des années 90, c'est très ouvert, c'est très libre sur le track listing, sur tous les styles maniés ensemble, et en même temps une très grosse technique qui permet de donner cette cohérence. C'est ça qui le rend assez unique en fait. Voilà, quelque part. C'est ça, et puis tout ça emballé, on peut le dire, c'est plus anecdotique, mais ça compte quand même emballé dans un artwork qui était quand même plus soigné et plus mature que les genres de têtes de mort ou de trucs de films d'horreur plus ou moins foireux, plus ou moins bien réalisés, qui étaient un peu l'esthétique de beaucoup de produits hardcore dans le commerce. Là, il y a comme une volonté. Alors, je pense que Manu rêvait d'avoir Giger. D'ailleurs, il l'a eu en partie sur le Biomécanique 3, sur le 3 ouais. Qui a été enregistré. Il y a une vidéo dans le musée de Giger en Suisse. Mais là, il a Benalo, qui est un artiste breton qui s'inspire, on en a parlé, qui s'inspire enfin, pas qui s'inspire, mais qui est dans un univers très proche. Ça crée, comme on dit, il y a une cohérence à la fois de la musique, du packaging, du personnage de Manu lui-même aussi, avec ses tatouages, tout ça. Enfin, il y a une espèce on nous propose un univers, en fait. Il y a une vraie personnalité. Voilà, c'est pas juste un enchaînement de tubes hardcore du moment, quoi. D'ailleurs, je précise aussi, parce que je lui ai parlé des problèmes de droit à l'époque, parce que je sais que c'était un problème récurrent chez les DJ qui voulaient faire des CD mix, de pouvoir récupérer le droit d'exploitation des morceaux sur le mix. Il s'est pas pris la tête, il a laissé Eric Morand de FCOM gérer la tracklist une fois qu'elle était enregistrée. Donc voilà, on peut vraiment dire que c'est une liberté totale, y compris sur les droits de récupérer, et que le CD a été masterisé au studio Diam, qui était vraiment le studio français de mastering
mastering plutôt orienté sur la pop musique, quoi. C'est les mecs qui masterisaient Souchon et compagnie à l'époque, quoi. Donc il y avait là aussi la volonté. Ça a dû leur faire bizarre, hein. Ouais. Il y a aussi la volonté de faire le mastering, de faire ça dans des studios qui avaient l'habitude de traiter de production FM, quoi. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour reparler d'un mix DJ et je crois que on aura l'occasion de revenir sur ça ou sur un CD, un album. Je vous remercie encore d'avoir participé à la discussion et vous pouvez retrouver évidemment les podcasts sur signal0.fr et bientôt partout sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, etc. Normalement, ce coup-ci, ça va être bon. Merci messieurs. Salut. Merci, salut.